Ok. Avec nous par téléphone, et Clément, vous n'hésitez pas à poser des questions avec moi s'il vous en vient. Avec nous par téléphone, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour Monsieur Jacob, merci d'être avec nous sur France Info. Selon vous, l'enquête a-t-elle été aidée par ce fichier? Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements? Alors non, des dysfonctionnements, pas du tout. Hein. Je confirme ce qui vient d'être dit sur votre plateau. Le fichier est un fichier qui permet aux enquêteurs de travailler dans le cadre d'une enquête judiciaire, de faire des recoupements et d'identifier les personnes qui sont à proximité éventuellement des faits, d'aller les contrôler, les interroger et voir s'ils ont un lien avec l'affaire en conséquence. Donc non, il n'y a pas eu de dysfonctionnement dans cette affaire. Après, comme le disait Monsieur Vellreynal, c'est un vaste sujet. La seule mesure judiciaire ne suffit peut-être pas. Il faudra peut-être envisager, et ça c'est au législateur qui appartient de travailler sur ce sujet-là, mais les suivis thérapeutiques réguliers, en tous les cas, dans le cadre de cette affaire-là, il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la part de la police nationale. Est-ce que vous pensez, Monsieur Jacob, qu'on peut encore améliorer cet outil ? La perfection n'existe pas dans ce bas monde, malheureusement, mais on peut toujours essayer de travailler sur des solutions qui permettraient d'éviter le maximum de récidives. Mais comme pour les agressions sexuelles, comme pour toute autre infraction, le risque zéro, malheureusement, n'existe pas. Le contrôle domicile a été fait. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi parce qu'en 2014, il n'avait pas annoncé son déménagement. Donc ça démontre bien que le fonctionnement du fichier est efficace. Maintenant, la seule réponse pénale et policière n'est peut-être pas suffisante. Alors justement, est-ce que le fait de ne pas avoir prévenu, le fait d'avoir eu ce rappel à la loi, ça ne peut pas mettre la puce à l'oreille des enquêteurs ou de la police ou des personnes chargées du suivi judiciaire? Mais malheureusement non, parce que dans le cadre d'une enquête judiciaire, il faut une infraction. Or, cette personne a été déjà condamnée et elle a été libérée. Donc, dès lors qu'elle a été libérée, on peut considérer, même si le temps passé en prison n'a peut-être pas été suffisant, mais ça, c'est le travail de la justice. C'est pas à la police de dire quoi que ce soit sur le sujet. Mais il est clair que cet individu ne peut pas faire l'objet d'interpellation, de contrôle au prétexte qu'il n'a pas fait de modification de domicile. Après, il est clair que si ensuite on le perd de vue et qu'il y a des infractions commises à nouveau, il fera l'objet d'une recherche. Mais on ne peut pas dire dans ce domaine-là qu'il y a eu un dysfonctionnement. Oui, je crois que je partage l'opinion de Denis Jacob. Sauf à vouloir une société extrêmement sévère, eh bien, il y a forcément une graduation dans les mesures. Et là, dans le cas du meurtrier présumé d'Angélique, il y avait eu effectivement une petite incartade, il y avait eu une petite défaillance, mais qui n'avait rien à voir avec une récidive. Il n'avait pas recommencé à s'agresser ou à harceler des jeunes femmes ou des jeunes filles. Il avait juste oublié de signaler son déménagement. C'était donc une formalité oubliée dans les obligations qui lui incombaient. Ça ne valait pas plus qu'un rappel à la loi. Avec nous par téléphone Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Monsieur Jacob, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette société dans certains pays où justement on peut suivre ce genre de délinquants sexuels à la trace jusqu'à la fin de leur jour? Écoutez, je pense pas que ce soit un policier comme moi de se prononcer sur ce sujet-là, mais il est clair que notre pays n'est pas dans cette culture. Tout d'abord, et puis on peut pas lancer à la vindicte populaire quelqu'un qui, a priori, a purgé sa peine, a refait sa vie, a reconstruit une vie de famille, et je le disais tout à l'heure, malheureusement, et je rejoins Monsieur Vellreynal, le risque zéro n'existe pas, et malheureusement, qu'on ait toutes les mesures de suivi possibles et inimaginables, eh bien, on n'est pas à l'abri qu'une pulsion soudaine fait qu'une personne passe à l'acte, comme on a pu le connaître dans cette affaire, malheureusement. Pour des policiers, des enquêteurs, c'est toujours douloureux aussi, dans le cadre de leur métier, de retrouver l'auteur d'un crime trop tard.
Vous savez, c'est toujours difficile pour des policiers constitués d'hommes et de femmes. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Nous sommes pères et mères de famille. Et bien évidemment, on est confronté à ce genre d'affaires trop souvent, malheureusement encore. Mais on n'est pas là pour porter des jugements. On est là pour appliquer le droit et mettre à disposition de la justice des personnes qui ont commis des infractions délictueuses ou criminelles. Merci beaucoup, Monsieur Jacob. En un mot. Lieu dans quelques instants. Monsieur Jacob, avec nous par téléphone, vous êtes policier, vous êtes enquêteur. Est-ce que vous rejoignez Maître Babonneau sur l'analyse ? Écoutez, on a trop longtemps reproché aux institutions policières et judiciaires de ne pas communiquer assez sur certaines affaires. Alors, trouver le bon équilibre entre pas de communication et trop de communication, c'est toujours délicat dans de telles situations. Je voudrais juste revenir sur ce qui a pu être dit pendant l'intervention du procureur sur les condamnations antérieures et je pense que c'est là-dessus que les pouvoirs publics vont devoir travailler, peut-être revoir les textes de condamnation et notamment des peines véritablement incompressibles en matière d'agression sexuelle et de viol, et puis une obligation, je pense, de suivi psychomédical post-emprisonnement, parce que effectivement il y a des interrogations qui se posent sur le suivi psychologique, psychiatrique des individus, qui n'est peut-être pas suffisant aujourd'hui dans notre pays. C'était plus fort que moi, aurait dit l'homme, le suspect, d'après le procureur de la République. C'est ce que vous entendez par suivi médical, en fait, des pulsions qui peuvent ressurgir 20 ans, 30 ans après. Oui, tout à fait. Je pense que sans mettre à la vindicte populaire une personne, je pense que cette personne qui a commis des faits graves par le passé doit bénéficier d'un suivi régulier. C'est pas pour autant qu'on le condamne à quoi que ce soit, mais faire l'objet d'un suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème qui risque de se reproduire dans son comportement, dans ses déclarations, et le cas échéant, à informer les services de justice et de police pour prévenir toute récidive. Merci, Monsieur Jacob. Du problème. Avec nous par téléphone, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Monsieur Jacob, le procureur de la République a également précisé que le suspect avait donc été condamné pour viol avec arme sur une mineure de 12 ans, mais aussi sur 2 femmes d'une quarantaine d'années. Comment les enquêteurs classent-ils, entre guillemets, ce genre de profil? Est-ce que c'est dans la pédophilie? Est-ce que c'est prédateur sexuel? Comment vous travaillez quand vous avez comme ça le profil de quelqu'un qui a plusieurs victimes différentes? Alors, on a bien évidemment le code pénal à disposition pour déterminer la qualification de l'infraction. Bien évidemment, il y a le viol, il y a l'agression sexuelle, il y a les attouchements sexuels, il y a les atteintes sexuelles. Vous avez tout un tas de gammes d'infractions qui sont définies par la loi. Si on est dans le cadre d'un mineur, bien évidemment, la victime, si elle est vivante, fait l'objet d'une prise en charge par la brigade des mineurs. Si on est dans le cadre d'un adulte, c'est le service de police judiciaire en général qui fait son travail d'enquête. Monsieur Jacob, je vais revenir avec vous sur le FIJAIS. Ce fichier donc des délinquants sexuels, il a très clairement aidé l'enquête après la disparition de Maëlys. Oui. Oui, et d'ailleurs, Maître Babonneau le disait tout à l'heure, et je confirme effectivement son analyse. C'est un outil de travail qui est efficace, il n'y a pas eu de défaillance, de dysfonctionnement, mais ce n'est pas un outil qui est prévu pour prévenir la récidive, c'est un outil qui est prévu dans le cadre d'un travail d'enquête lorsque malheureusement on fait face à une affaire criminelle comme celle qu'on vient malheureusement de connaître dans le Nord. Est-ce que les employeurs du service public peuvent consulter ce fichier, Monsieur Jacob? Qui peut consulter ce fichier? Alors, ce fichier est consultable en fonction d'une affaire très précise et uniquement par les fonctionnaires de police nationale et de la justice.